Et ainsi, j'ai développé un doctorat en art visuel au niveau de l'Université de Strasbourg. Donc voilà, je pense que la présentation, ça c'est fait. Donc, voilà, le sujet, il y a énormément de sujets qui ont été suggérés et qui m'ont vraiment inspiré, sur lesquels j'aimerais fondamentalement revenir à la fin de la présentation après avoir fait l'ensemble le tour des sources. Parce que pour moi, le but fondamental aujourd'hui, c'est de partager des astuces, des pratiques que je fais aussi parfois dans mon école, qui peuvent être intéressants et importants pour les enseignants qui sont sur le panel, pour pouvoir les réutiliser aussi dans leur classe. Voilà, donc je vais commencer par l'approche historique, mais avant ça, il est d'usage de remercier Estelle pour toute l'équipe de Ali pour cette initiative et cette opportunité m'ont donné de partager un point de vue sur l'enseignement des arts. L'histoire, pour remonter pour ne pas répéter les choses qui ont été dites à la conférence de Philomène qui était extraordinaire, que j'ai écoutée de manière intéressante et qui a résumé l'ensemble de l'éducation de manière aussi pertinente, disant clairement qu'il faut 50% de sciences, mais il faut aussi 50% de culture. Et fondamentalement, les 50% de culture ont manqué et on reviendra là-dessus. Donc, l'Afrique constitue un lieu de départ des premiers hommes, donc des premières communautés pour conquérir la planète. Il est le berceau de l'humanité, bien entendu, comme disait Cheikh Anta Diop, un berceau à roulettes qu'on avait placé en Asie parce qu'on y trouvait les trois races, mais que finalement, il a été replacé en Afrique. Mais depuis qu'il est arrivé en Afrique, il n'a plus quitté. Donc, c'est sur le sol africain que se sont constituées les premières communautés et que se sont exprimées les premières manifestations du génie humain, parmi lesquelles, bien entendu, l'expression artistique, comme peut en témoigner les vestiges visibles à travers le travail de la pierre, à travers le basalte, les silex, qui a été attesté il y a 2 700 000 ans dans les pays tels que l'Éthiopie, le Kenya, le Tchad. Ainsi aussi le témoignage de la métallurgie par rapport à cette expression artistique et archéologique qui date de 2 700 000 ans. C'est en Afrique que la pensée symbolique a fait son apparition avec l'Homo sapiens, qui créa l'art il y a 75 000 ans. Les Nok, les Ubu, les Oku, les Ifé, les Oko du Bénin connaissent la métallurgie il y a près de 8 000 ans. Il a 8 000 ans d'existence, la métallurgie. Et au niveau de la céramique, qu'on appelle actuellement le modelage, façonnage avec l'argile, les sites archéologiques d'Undjougou du Mali sont incontournables et il y a plus de 11 500 ans que ça existait et constitue un élément archéologique important et une preuve de cette expression d'État. La contribution de l'Afrique dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'astrologie, dans le domaine des arts est loin d'être négligeable. Toutes ces contributions de l'Afrique, bien entendu, à la civilisation universelle, n'a pas empêché certains de continuer de dire ou d'enseigner que l'Afrique a ignoré l'écriture, qu'elle n'a ni civilisation scientifique, ni culture matérielle, ni histoire écrite. Donc, on a gommé sciemment le rôle de l'Afrique et ignoré son histoire. Ce qui nous amène au deuxième point qui constitue histoire sans histoire. Pour les artistes africains actuels, surtout notamment contemporains, les influences sont réelles et elles sont partie prenante de leur vécu culturel. L'immensité de ce continent multiple, car berceau de l'humanité, on a coutume de dire et nourrir malgré son manque d'histoire, que je mettrai bien entre guillemets, que ce fut maladroitement programmé, ça nourrit encore la créativité des artistes actuels.
l'Afrique est un continent jugé sans histoire avant l'arrivée des Européens est une affirmation aberrante, un non-sens historique. Pendant longtemps, les historiens occidentaux se limitaient dans des zones géographiques, disons, le pourtour de la Méditerranée, et se limitaient dans des zones bien précises où il y avait un lien avec l'Europe pour qu'on puisse entrer dans l'histoire ou pas. Les zones inexplorées n'apparaissaient pas sur l'histoire universelle, comme je disais, pour autant qu'ils aient un rapport avec l'Europe. Donc, le continent africain n'était pas pris en compte, car n'était pas dans le cadre classique de l'histoire européenne. Bon, étant donné que les peuples africains du sud du Sahara, dans leur majorité, ne possédaient pas l'écriture, leur société, bon, ce qui peut aussi mettre entre guillemets, on reparlera de ça un peu plus tard, leur société était basée un peu sur une oralité, et les historiens estimaient que leur étude n'entrait pas dans le domaine des compétences historiques. Et puis l'ethnologie, l'anthropologie remplacèrent le souci d'histoire à proprement parler. On a même soutenu que les arts africains ne sont pas restés en dehors de ces entreprises de disqualification de la culture africaine, car ils sont produits dans des sociétés jugées humiliables, sans histoire. C'est que les Africains n'avaient pas développé de connaissances historiques écrites. Si on regarde la proposition de Jacques Kerkash, qui est un historien d'art, Jean-Louis Poudra, Lucien et Stéphane, ils affirment qu'André Malraux, au moment où il établissait le musée idéal de la sculpture mondiale, avait placé les arts africains hors de l'histoire. Parce qu'ils soutiennent que art sans histoire, produit dans des sociétés sans histoire, n'entrait pas dans le cadre du musée mondial. Donc, de tels points de vue semblent maintenant appartenir au passé. Disons-le, l'histoire de l'Afrique est une histoire, pour quelque part, certainement sans texte, mais comme l'écrit le docteur Kizerbo, tout ce que l'homme a touché de sa main créatrice peut être considéré comme historique. Il nomme la pierre, il nomme le papier, il nomme le tissu, il nomme les métaux, les bois, comme les bijoux les plus précieux. Donc, il considérait que ce sont des éléments qu'on peut prendre au niveau historique. Amadou Hampâté-Bâ avait parlé de la tradition orale et de l'importance de la transmission, un élément important que Philomène avait parlé un peu plus haut. Donc, dans cette importance de la tradition et de la voix orale, ce qu'il dénotait par une citation qui est assez célèbre et qui est assez connue, qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Bon, c'est un bel hommage à la tradition orale. Il concède simplement qu'analphabète quelque part, mais que les Africains ne sont pas des ignorants. Pour lui, c'était une invitation à ne pas considérer l'écriture comme un savoir, mais plutôt comme une photographie du savoir. Par ailleurs, et pour revenir vraiment à cette histoire de la négation de l'histoire en relation avec l'absence d'écriture, je me rapprocherai beaucoup plus de Iba Ndiaye. Iba Ndiaye, qui était un critique d'art sénégalais, par son propos qui refuse complètement la qualification d'une tradition orale et de palabre au niveau de l'Afrique. Il soutient que cette absence d'écriture, les arts ont créé une architecture de signes, de signifiants, qui permettent à la fois un dialogue des sentiments et l'appel à la raison par le sentiment, et un dialogue et l'appel entre l'artiste et son lecteur. Donc ça existait profondément, et je reviendrai là-dessus parmi un des artistes que j'ai proposé pour une ressource qui permettrait de pouvoir étudier ce point de vue. Il nous demande de regarder en quelque sorte le continent noir comme une entité civilisationnelle. Et le bantou et le mandingue
le berbère et l'arabe, le soninké et le yoruba, sont tous des composantes d'une civilisation qui n'a jamais été orale, mais plasticienne, c'est-à-dire dans la création plastique, artistique. Il a développé cette notion dans le but de rejeter le discours oraliste qui a tenté de faire croire faussement, et notamment dans des universités africaines aussi, que l'Afrique a toujours été un continent de palabres sans connaissance scientifique, sans écriture ou sans philosophie, ce qui n'est pas vrai. Et pour étayer sa thèse, Iba Ndiaye nous explique de regarder la technicité de l'Afrique qu'il a atteint il y a 4000 ans avant Jésus-Christ dans les domaines de la survie, comme l'agriculture, le traitement des métaux, l'architecture en général, en prenant comme référence, bien entendu, les fresques du Kalahari et les autres fixations de la mémoire. Iba Ndiaye rejette avec force cette absence d'histoire. Ce qui est d'autant plus vrai que dans les sociétés traditionnelles africaines, on a mis sur pied des codes de signes et de communication à travers les arts plastiques. Il a créé des objets chargés de symboles qu'il faut regarder avec force et une puissance capable d'influencer sur le destin d'une personne et sur le destin d'une communauté tout entière. Et je pense que aussi, quand on regarde comment on réagit par rapport à ces objets chargés de symboles et de réalité, même actuellement, maintenant, moi personnellement, il y a certains objets que je ne resterai pas tout seul avec dans une salle. Parce que je pense qu'ils ont un pouvoir qui vient, qui peut influencer quelque chose dans la vie. Ce ne sont pas des objets, quand je parle de l'art traditionnel, ce ne sont pas des objets que l'on peut toucher sans pour autant sentir quelque chose au fond de soi-même, sans pour autant qu'il y ait une réaction interne en nous qui peut développer un tant soit peu d'influence au fond de soi-même. Donc, c'était des objets, pour dire simplement que c'était des objets remplis et chargés de sens. Alors, pour l'enseignement des arts, toujours dans le même slide, donc pour l'enseignement des arts, je suis enseignant et l'enseignement des arts n'est pas que les arts plastiques. Donc, j'aimerais m'excuser de ne pas aborder dans ce propos l'enseignement lié à la danse et à la musique, mais de me focaliser sur les arts plastiques, tout en étant conscient que les domaines de la musique et de la danse, nous avons énormément réussi dans ce domaine en Afrique. Et parce que c'est d'autant plus lié à notre culturalité et à la réalité africaine. Et on vit avec tous les jours, le rythme, la musique, la danse. Donc ça, c'est des choses où on n'a pas énormément de difficultés. Mais je ne m'apaisanterai pas sur ça, je resterai que sur les arts plastiques. Parce que ce qu'on a réussi dans la musique et dans la danse n'est pas le cas dans les arts plastiques. Et ceci parce que tout simplement, la raison est qu'il y a eu une déviation de l'ensemble des programmes, pour ne pas dire tous, qui a été calqué sur des modèles occidentaux et que ces dernières mettaient en priorité les formes de représentation et de traitement d'art selon leur code. Et pour enseigner, je pense que ce que nous propose l'UNESCO est une solution admirable. C'est-à-dire pour répondre à l'ensemble des missions de l'éducation, l'éducation doit s'organiser autour de 4 apprentissages fondamentaux, tout au long de la vie, selon quelque sorte que l'individu puisse se sentir un individu complètement à part entière. Donc, apprendre à connaître, c'est-à-dire acquérir des instruments de la compréhension, apprendre à faire un pouvoir agir sur son environnement, à vivre ensemble, afin de participer aussi à la coopération avec les autres, apprendre à être, c'est-à-dire être tout seul, un cheminement essentiel qui participe aussi avec les 3 autres. Donc, les 4 piliers ne sont pas indissociables l'un de l'autre et il existe entre eux, bien entendu, des points de rencontre et de recoupement. Dans l'enseignement des arts, au-delà de la fonction esthétique et de la création du beau, l'art en Afrique a plusieurs autres fonctions, notamment la fonction sociale et la fonction morale. C'est une partie intégrante de la civilisation
il est l'expression d'une communauté, bien entendu, et de notre identité culturelle qui renforce les liens sociaux. Dans la quasi-totalité des pays africains, à l'exception de quelques-uns, pardon, par exemple l'exemple du Mali et aussi en Afrique du Sud, dans la quasi-totalité du reste, l'enseignement des arts plastiques souffre d'un ensemble de manque de programmes suffisamment adaptés à la philosophie et aux réalités socioculturelles. J'ai fait un peu le tour des programmes scolaires, un tour d'horizon notamment du Sénégal, du Cameroun, du Congo, du Bénin, et ceux en vigueur aujourd'hui reflètent la vision coloniale, si ce n'est pas totalement, tout au moins partiellement. Donc, les pays africains qui ont obtenu leur indépendance depuis les années 60 sont encore dans l'obligation, voire la nécessité de recouvrer leur identité culturelle, longtemps bafouée sous domination coloniale. Et cette domination coloniale, c'est vers les années 30 qu'il y a eu des intellectuels africains qui se sont rencontrés à Paris. On peut citer Léon Cotra Damas, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, et ils avaient créé le mouvement de la négritude. Le mouvement de la négritude avait comme simple but de contrer l'Europe, parce que l'Europe avait une mission civilisatrice qui était basée sur un néant culturel, et ces intellectuels ont lancé ce mouvement juste pour une mission qui consiste à la revalorisation des valeurs culturelles du monde. Alors, on s'en revient à l'enseignement par les arts. Et l'enseignement par les arts, bien entendu, l'éducation artistique est un défi constant. En tant qu'enseignant, j'essaie personnellement d'améliorer pour donner le meilleur aux élèves. C'est pourquoi la recherche est un élément fondamental pour un enseignant artiste, pour trouver les sources de l'éducation qui sont vraiment adaptées et correspondantes aux réalités culturelles du monde africain. Il faut essayer de créer un environnement riche pour stimuler, bien entendu, les étudiants à participer aux activités artistiques dans leur vie quotidienne, leur permettant ainsi de commencer à comprendre l'utilité et la fonction du langage artistique. Il nous faut une pédagogie centrée sur l'autonomie de l'étudiant, apprivoiser l'apprenant qui parfois est dans une zone de tension entre le fait que il y a une position de la nécessité de revendiquer une réelle autonomie artistique pour l'élève et l'obligation de respecter certains éléments du cadre scolaire. Il faut aussi prendre en compte la diversité des expressions culturelles par le soutien aux arts et aux artistes au niveau d'abord national, regarder les artistes autour de soi, au niveau régional et au niveau international. Il faut prendre en compte le caractère charismatique de l'artiste en s'appuyant sur un ensemble de données ethnographiques qui consistent à des observations, à des entretiens, à des visites de musées, parce que dans tous les pays africains, nous avons des musées nationaux qui ne sont pas fondamentalement visités toujours. Ce que l'UNESCO déplie aussi est un élément important pour l'enseignement des arts, parce qu'il nous explique simplement qu'on peut avoir une approche de l'enseignement des arts par la culture, par les arts et la culture, à travers les arts et la culture, ce qui prône l'utilisation des ressources pratiques culturelles contemporaines et traditionnelles et les expressions artistiques qui peuvent constituer un outil éducatif. Donc, ceci permet de souligner aussi la richesse culturelle. Le second élément, c'est se référer à l'éducation dans les arts. L'éducation dans les arts, qui est un procédé qui s'appuie sur des perspectives culturelles multiculturelles pour le respect des cultures à travers des procédés éducatifs. Donc, ce type d'approche contribue à améliorer la compréhension et l'importance de la diversité culturelle et le maintien de la cohésion sociale. Je suis toujours pas... excusez-moi, j'ai la machine. Alors, je vais simplement passer à l'étape suivante qui constitue une sélection de certains artistes plasticiens. Je vais passer au slide suivant. Voilà, donc quelques artistes plasticiens que j'ai choisis pour juste passer par là.
pour aider les élèves à pouvoir aussi comprendre cette approche culturelle. Là, si vous voyez bien, nous avons l'enseignement de l'art par à travers des courants européens avec l'influence des masques et des statuettes africains. Les Africains ont tendance à toujours dire Picasso a volé l'art africain, il a pris des choses qui sont de notre culture, de notre réalité culturelle. Et je crois que ce n'est pas l'approche qu'il faut avoir. Picasso est un artiste en tant que tel, doit s'inspirer de tout ce qui l'interpelle, ce qui est important. Donc, il a plutôt rendu service en prenant et en mettant en valeur quelque chose de fondamentalement important dans la réalité culturelle. S'il y avait un déni, on pourrait dire oui, il a volé, il a fait ça. Il n'y a pas de déni, c'est sa poursuite de son appétit visuel, comme il le disait. Que moi, je nourris mon appétit visuel, que les arts africains, avec la force et la capacité qu'ils ont, peuvent entrer en ligne de compte. Ce qui fait que nous avons les images en haut des masques de Côte d'Ivoire qui ont un peu influencé le travail des guitares. Et nous avons les Demoiselles d'Avignon, une œuvre célèbre qui a amené beaucoup de remous dans l'art contemporain parce que c'était une représentation d'un sujet qui n'était pas très abordé, une représentation d'un bordel, et que Picasso avait utilisé des masques africains pour la représentation des visages. Matisse en parlait souvent par une boutade en disant que Picasso a bu de la térébenthine et il a craché du feu avec cette œuvre. Donc, Matisse était le premier qui commençait à collectionner ces œuvres africaines, ces masques africains dans son atelier. La fréquentation de Picasso qui a trouvé un intérêt intéressant par rapport à ça. Donc, c'était cette influence qu'on peut prendre en compte par rapport au cubisme. Nous avons aussi l'expressionnisme allemand. Les expressionnistes allemands ont trouvé aussi une importance capitale par rapport à la représentation des formes, les proportions, et beaucoup d'artistes comme Nold ont aussi travaillé dans ce sens-là. Donc, ces deux artistes peuvent être une référence d'aider les élèves à comprendre que la création artistique ne se limite pas simplement dans un endroit spécifique, qu'elle peut se nourrir avec le lien des connexions des autres cultures. Next slide. Voilà. Et là, c'est l'enseignement par les artistes africains contemporains. C'est-à-dire que actuellement, une tendance existe que certains artistes africains contemporains réintroduisent les armes et les masques des arts africains dans leur représentation, mais souvent sous forme d'installation. Nous avons Dominique Zingpe, qui est du Togo. Zingpe travaille généralement avec cette réalité et cette identité culturelle africaine. Il réintroduit les masques pour mettre face aux visiteurs des éléments de référence de la culture africaine. Au Bénin, Joseph Adéagbo, qui a aussi représenté ces éléments de manière continuelle en prenant tout ce qui est environnant comme une forme de récupération. Hein. Donc, les masques africains faisaient partie des éléments qu'il récupérait. Donc, pour lui, c'était des éléments d'usage qui sont importants dans la société et qu'il fallait remettre sous une autre forme en face des personnages, en mettant en avant l'idée des valeurs, ce qui était très, très important. Et l'autre travail, la dernière sculpture, est une de mes installations où j'insistais sur la notion de valeur avec les fagots de bois. La notion de valeur qui voulait dire que nous devons rester unis. Le partage, la solidarité sociale sont des éléments fondamentalement importants. Et
la solidarité est représentée par le fagot qui constitue différents éléments singuliers mis ensemble pour constituer un seul élément, donc des éléments pluriels qui deviennent un objet singulier. Et dans le prolongement de cette solidarité, nous avons l'habitude de voir dans nos sociétés traditionnelles que même pour aider des personnes qui étaient en difficulté, qui avaient de la peine à relier les deux bouts au niveau social, on les aidait, mais on ne les aidait pas ouvertement comme maintenant on arrive en Afrique et on amène la télévision, les vidéos, tout ça pour expliquer que voilà l'aide qu'on amène, que tout le monde est au courant. Ça se faisait dans le cadre de la maison, c'est-à-dire de la concession. Celui qui aidait venait le déposer au milieu de la nuit devant la porte de celui qui a besoin. Quand la personne se lève le matin, il ne sait pas qui a posé cet élément devant sa maison. Et ça constitue quelque chose qui l'aide. Ce qui permettait de renfermer et de resserrer les relations sociales et aussi ne pas enlever la dignité à la personne qui avait besoin d'aide. Donc, you can go next slide. Voilà. Donc là, on est... il y a quelque chose qui manque dans le slide. Ah, voilà, il y a une animation. Voilà, donc les artistes que j'ai choisis et qui sont des bases d'une référence, c'est Ramouel Hazoumé du Bénin. Donc, Ramouel Hazoumé, il faut peut-être laisser défiler tous les artistes. Comme ça, je les prends slide par slide. Donc, Ramouel Hazoumé, Ndilivan de l'Afrique du Sud, Zizufo Poswa de l'Afrique du Sud aussi, Abdoulaye Ndoye du Sénégal, Victor Ekou. Pourquoi ces 5 artistes? On en a d'autres, parce que c'est des artistes avec qui j'ai un lien clair, avec qui j'ai personnellement expérimenté ce lien avec le développement. Et c'est des artistes que certains d'entre eux j'ai côtoyé, pas tout le monde, et qui basent leur travail fondamentalement sur les réalités et l'identité culturelle africaine. Donc, on va commencer par Ramouel de Hazoumé. Défiler. Prochain slide, Hazoumé. Voilà. Ramouel Hazoumé, comme vous voyez, il travaille avec des objets de récupération, des objets récupérés. Son activité principale est la fabrication de masques, donc ce qui est une base africaine. Juste une parenthèse, le masque, la fonction du masque en Afrique n'est pas la même réalité de la fonction du masque en Europe. La fonction du masque en Europe avait une utilisation théâtrale et la fonction du masque en Afrique avait plus une implication sociale, rituelle, qui entrait fondamentalement dans des éléments de la société. Donc, Ramouel Hazoumé insiste beaucoup sur la notion de la matérialité de l'objet. Son système d'assemblage et d'attache, c'est la soudure de caoutchouc. Certains éléments de son travail plastique, Ramouel Hazoumé s'intéresse aux objets investis d'un caractère matériellement misérable. Donc, il utilise des bidons, et les bidons, disons que c'était des objets qui étaient utilisés pour aller chercher du pétrole au Nigeria, qu'il y avait un grand trafic là-dessus, donc il y avait énormément de bidons qui étaient jetés et qui étaient disponibles pour la récupération et pour l'artiste de travailler là-dessus. Donc, il s'intéresse à ces objets qui sont, disons, matériellement misérables, qui ont aussi une charge symbolique pour l'artiste. Et le métissage des matériaux et des couleurs donne une poésie dans son travail à travers un réel mélange de différentes cultures. Ces objets sont parfois remplis d'un contenu mystique, mais ne sont pas réalisés ni selon la tradition à partir du bois, ni du textile ou du cuir, mais à partir des matériaux de récupération. La partie supérieure du plastique devient un visage.
un combiné d'appareils de téléphone ou simplement des brosses à dents pour constituer et représenter la bouche. L'utilisation des matériaux pauvres qui révèle tout de même un sens esthétique dans son travail d'artiste. Et ceci est important dans le sens où l'enseignant peut trouver très facilement du matériel dans la rue, parce que disons qu'en Afrique, c'est un peu difficile pour retrouver du matériel de qualité toujours au niveau des enseignements des arts. Donc, ceci est une solution de rechange. Avec les matériaux délaissés dans la rue, il y a aussi une possibilité de travailler et donner quelque chose d'intéressant pour des propositions pour les élèves. Donc, je l'ai choisi par l'accessibilité du matériel. Les enseignants peuvent ne pas donner des excuses pour dire que je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu ça. On peut trouver, les enfants peuvent aller ramasser les choses et puis réaliser des œuvres. L'autre que j'ai choisi, c'est dans le prochain slide. C'est Ndile, un artiste sud-africain. Et je l'ai choisi spécialement parce qu'il travaille sur une collection de sièges sculpturaux, mais en céramique. Et là aussi, je reviens au matériel. Hein? Donc, ça veut dire que j'essaie dans la proposition des ressources de donner l'accessibilité à du matériel qui ne demande pas des prétentions de cherté. La céramique se fait avec de l'argile. L'argile, on le trouve très facilement un peu partout dans tous les pays africains. Hein. Il faut juste aller dans un coin spécifique, mettre de l'eau, remuer un tout petit peu, et puis on a de l'argile pour faire de la poterie. Donc, il rend hommage aux ancêtres. Il représente des paysages ancestraux en Xhosa. Itongo fait référence aux moyens par lesquels le message est transmis par les ancêtres. Il fait des tabourets, il fait des chaises, il fait des éléments sculpturaux qui sont composés dans la coutume des cérémonies Xhosa. Une disposition parfois circulaire dans un foyer d'offrandes et des herbes, une forme assez complexe de chaque objet basée sur un pictogramme ou un glyphe. Donc ça, les glyphes, on le reverra dans un autre artiste un peu plus tard, qui constituaient à peu près des symboles de communication, très clair. Et lui, il les réutilise pour faire des symboles de dessin. Et vous voyez qu'il passe par le dessin, parfois avant d'arriver à l'étape de la réalisation. Un aspect pédagogique intéressant qui permet aux élèves d'apprivoiser la forme en 2 dimensions par le dessin et maintenant de le reproduire en 3 dimensions. Donc, comme vous voyez dans les 2 photos en bas, c'est le rituel qui accompagne son travail artistique. Et il dit toujours qu'il est en train de redonner à la terre ce que la terre lui a donné. Et il considère ça comme un ancien portail de communion avec les ancêtres. L'autre artiste, avant que je finisse mon temps de parole, Zizofa Poswa, next slide. On va voir le prochain slide. Voilà. Le prochain slide, encore avant, encore, voilà. J'ai tenu à vraiment donner aussi la porte aux femmes, ne pas représenter que des hommes artistes, parce qu'en Afrique, quand on dit les artistes, on pense qu'il n'y a que des hommes. Donc, il y a des femmes qui sont extrêmement douées dans le domaine des arts et qui font aussi honneur à l'Afrique par leur représentation. Elle est sud-africaine, excusez-moi. Dans son travail, elle démontre clairement l'importance de la couleur, du motif et de la texture. De nombreuses pièces aussi intègrent le motif tiré des textiles traditionnels Xhosa. Elle dit, mon style est très féminin. Pourquoi? Parce que simplement, elle explique qu'elle était enfant unique, élevée par une mère célibataire et qu'elle s'inspire de l'art tribal dans ses pièces. Et aussi qu'elle s'inspire des cheveux, des peignes de cheveux,
et des cheveux, des coiffures. Comme vous voyez dans les œuvres, souvent, on peut voir cette relation avec une forme, comme une forme de tête, et puis des éléments dessus qui représentent un petit peu les cheveux. Actuellement, elle est en train de travailler sur une série qui s'appelle Umtuwalo, qui est en cours et qui célèbre la résilience et la force des femmes. Donc, c'est une femme qui travaille pour célébrer la majesté et l'héritage des coiffures africaines et traditionnelles. Et je pense que les enfants vivant dans leur foyer, voyant aussi cette diversité et cette réalité culturelle, peuvent aussi très facilement accéder à l'argile qu'on peut trouver facilement et puis représenter des travaux qui donnent aussi une certaine manière de donner de la valeur davantage à cette culture. Et puis, c'est des travaux qui ne demandent pas des outils, donc c'est façonné à la main. Et les pièces reposent sur des techniques évocatrices de la maîtrise ancestrale de tisser les cheveux, de tresser les filets. Et chaque œuvre a un nom pour ça traditionnel. Donc, on hommage à des femmes qui jouent un rôle très important dans la société et qui ont aussi joué un rôle influent dans la vie de l'artiste. Le prochain slide. Donc, lui, c'est Abdoulaye Ndoye et c'est une relation particulière parce que Abdoulaye était mon professeur à l'école des beaux-arts de Dakar. Ce qui m'a toujours attiré chez lui, c'était son originalité et sa force de caractère. Et sa rigueur surtout dans l'enseignement artistique. Nous avons eu l'occasion de l'inviter à l'École internationale de Genève, où il a exposé ses travaux avec les signes et symboles non loin de son travail peut être d'une très grande référence, il peut être une très grande référence pour l'enseignement artistique, pour l'éveil de l'apprenant dans ses valeurs culturelles. L'ensemble de ces récents travaux qui expliquent un peu le paradigme du langage entre symbole et symbolique. Le peintre, il emprunte sans réserve à la calligraphie ésotérique, au graphisme, aux signes les plus divers pour donner une importance globale à son œuvre et à son imagination aussi. Donc, sa réflexion principale sur l'écriture, vidée de toute signification, mais une mise en scène dans les pagnes, les parchemins et des livres qu'il crée aussi, ce que vous voyez à côté, qui est qu'on appelle la charte du Mandé. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la charte du Mandé? La charte du Mandé est une transcription écrite qu'on peut associer à la charte des droits de l'homme et qui avait existé vers le règne de Soundiata Keïta, vers 1125-1130 en Afrique. Donc, qui expliquait un tout petit peu cette importance de l'histoire. L'Afrique avait déjà prononcé ces éléments importants par rapport au lien entre les hommes avec l'importance des droits de l'homme et des droits des femmes qui est relaté dans la charte du Mandé. Donc, il faisait le tour de cet élément qui peut être aussi un élément de référence pour envoyer les élèves faire des recherches pour comprendre davantage ceci. Next slide. Lui, c'est Victor Ekpok du Nigeria, donc un artiste avec qui aussi j'ai eu l'occasion de travailler. L'œuvre que vous avez à droite, qui constitue une salle, c'est un espace de vie dans lequel on l'avait mis et qu'il devait faire son travail de signes et de symboles. C'est un artiste avec qui j'ai travaillé à Cuba, donc je l'ai rencontré là-bas. Enfin, il est nigérien, mais américain, qui vit aux États-Unis. Donc, on était invités ensemble là-bas et il faisait ce travail. Donc, si vous voyez bien, il est parti des signes de NDBD, des signes NDBD qui sont des signes de Yoruba au niveau du Nigeria, pour créer son propre langage unique d'abstraction.
L'œuvre de Victor s'engage dans un large éventail de significations, exploitant souvent des récits historiques de la diaspora africaine contemporaine et un lien avec l'humanité et le sacré, l'identité de la société surtout. Il s'appuie sur un spectre de significations plus large et ancré dans un discours dans l'art contemporain actuel et dans l'art mondial. Son lien a débuté depuis l'université où il a exploré la première fois la philosophie esthétique de l'ICBD, dont l'économie des lignes et des significations codées l'ont amené à explorer davantage le dessin, à inventer ses propres glyphes. Et on voit aussi que dans l'artiste sud-africain dont je parlais avant, il inventait aussi lui-même ses propres glyphes. Une petite histoire par rapport à l'œuvre qu'il avait réalisée à Cuba. Quand on est arrivé à Cuba, il m'a dit qu'il commence son travail et son travail doit toujours finir par un moment où il fait un petit rituel dans l'espace. Et quand il a commencé à travailler, il a été interpellé par des personnes qui sont venues lui parler et il s'est rendu compte que c'est des personnes qui étaient des descendants des Yoruba, là où il était. Et il a pris une journée pour aller visiter ces gens dans l'endroit où il était. Et il s'est rendu compte qu'ils avaient le système ancestral rituel qu'ils avaient encore gardé après des années et des années de vie à Cuba suite à l'esclavage. Alors, automatiquement, il a changé l'idée de sa pièce, que le rituel de fin devait être ces personnes-là, avec leur manière de faire et leur manière d'exprimer cette culture yoruba, de venir à la fin de son exposition pour faire les chants et les danses. J'ai une vidéo avec, c'est dommage, je ne l'ai pas eu, mais c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Dans son lien avec l'art contemporain, on peut descendre encore l'autre slide. Voilà. Ici, voilà. Comme vous voyez, dans l'art contemporain, il y a un lien très fort avec le travail que vous voyez à gauche, qui est le travail de Keith Haring, et à droite, qui est un travail de Victor Ekpo. Une proposition d'exercice qui fait le lien entre les deux éléments par rapport à la représentation du signe peut être une ressource importante pour les élèves. Donc, le next slide. Alors ici, on a un projet de recherche qu'on a proposé, qui est un projet de recherche parce que dans notre département d'art visuel au niveau de l'école internationale, avec mon collègue Gilles Grassulet et Hubert Chibouly, on essaye toujours de mettre nos élèves en face d'une plus grande possibilité d'ouverture. Et c'est ce qui doit se faire en Afrique. On doit travailler parce qu'en Afrique, il manque l'introduction des réalités culturelles africaines, mais il ne doit pas être que centré sur les réalités culturelles africaines. Il y a cette possibilité qu'il faut développer pour l'ouverture. Et le processus de cet exercice qu'on a mis en face de nos élèves, c'était de leur permettre drawing dans différentes cultures, le dessin avec différentes cultures. Et l'élève devait réfléchir et proposer une introduction par rapport à cet exercice, à sa manière, la manière qu'ils le comprennent, et partager avec un camarade. Et ensemble, ils vont mettre sur pied une introduction par rapport à comment ils pensent, comment ils réfléchissent à l'art dans différentes cultures. Et ensuite, on leur donne un guide de quelques recherches. Ils ont été voir l'art chinois avec des représentations qui sont à l'encre de Chine. L'élève commence par une expérimentation de son travail avec quelques étapes de représentation et à la fin, un final qu'il essaie d'assimiler ou de regarder le fondement du lien de son travail avec le travail de la culture qu'il venait de voir. Et là, nous avons l'art persan, donc qu'on peut le lire de haut en bas, l'art persan, le processus et le final. Et là, on a l'art africain, le processus et le final, l'art indien et le processus et le final. Donc, ce genre d'exercices peuvent aussi aider à introduire l'enfant dans une ouverture tout en étant enraciné dans ses réalités culturelles. Next slide.
Voilà. Au fait, ce n'est pas source, mais c'est plutôt les ressources ici. Il y a le livre de Howard Smagwa, qui est avec les références, qui est un élément important pour cet exercice d'ouverture. Il y a le livre de Iba Ndiaye qui explique très clairement comment peindre et se souvenir en lien avec l'art africain traditionnel. Okwi est un grand, il a même été le curateur de la Biennale de Venise, donc qui donne une vision très claire de Iba Ndiaye, dont je vous ai parlé plus tôt, et puis qui est un livre assez intéressant qu'il faut essayer de voir. Et après, il y a les différents sites, comme vous pouvez voir maintenant en Afrique. Il y a plusieurs biennales, la Biennale de Dakar, la Biennale du Bénin et la Biennale de l'Afrique de l'Est. Ils sont tous des biennales qui essayent de donner cette valeur à l'art africain et à la compréhension de l'art africain. Voilà, donc maintenant, je pense qu'on va passer aux questions. Sur les questions, je pense que j'avais juste très rapidement que je vais revenir sur les éléments que j'avais dit plus haut. Je devais répondre aux questions par rapport aux différents... si on peut avoir juste le slide des premières questions, comme ça je peux... Le tout premier slide des premières questions. Voilà, donc l'importance de la transmission. Je pense que ce matin, Philomène en a parlé. L'importance de la tradition à transmettre. La base, c'est l'éducation, la transmission par des modes de pensée et d'agir qui font la trame de notre histoire. Ce que disait Amadou Ampateba, par rapport à l'histoire d'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, c'était que la tradition orale se passait de père en fils, et puis ainsi de suite. Le but essentiel, c'est d'humaniser la personne, l'enfant. On humanise l'enfant à travers l'éducation, en lui donnant les éléments essentiels de sa culture pour qu'il puisse aller tout seul dans le monde et pouvoir aussi, lui, à son retour, transmettre ces éléments culturels à ses enfants ou à ses petits-enfants. Pour les courants artistiques qu'on peut parler en Afrique, il n'y a pas eu de courant réel comme on peut parler dans le cadre européen. Mais par contre, nous avons eu des écoles. Les écoles, on a eu l'école des naïfs, qui est l'école de Lumumbashi, qui font partie des premières écoles, qui a été une école où sont sortis des artistes de renom. Pili Pili Malongwe, 1925-1999, Kiwanga aussi de renommée internationale. Maintenant, on trouve leurs œuvres dans les plus grands musées. L'école a commencé en 1946, qui a été créée bien sûr par Pierre-Romain Defossé, qui était un Français. C'est les expatriés français qui commençaient à mettre sur pied progressivement les écoles. Aujourd'hui, leur œuvre fait partie des collections du musée de Tulveren et puis du musée de New York aussi. Bon, c'est une école qui a été caractérisée par une inspiration instinctive, donc traditionnelle. J'ai suivi les palettes, c'était très, très décoratif. Après cette école, je vais essayer de faire vite. Parce que... Maman, justement, Maman, justement puisqu'il nous reste 4 minutes, oui. Et peut-être en associant ça à la dernière question que tu as, bon, déjà, je vais évidemment associer mes remerciements à ceux qui ont déjà été faits dans le chat. Donc, merci pour ta présentation qui justement se situe à la suite de celle de Philémon et qui, de mon point de vue, illustre avec précision la conscience culturelle et identitaire dans l'enseignement de l'art et de l'histoire africaine. Alors, peut-être pour te relancer justement, un des nombreux éléments que je découvre, c'est le point que tu as fait sur la civilisation africaine comme une civilisation plasticienne et non orale. Sachant que le qualificatif oral a souvent été attribué avec un regard un petit peu surplombant et qui a souvent visé à hiérarchiser ces civilisations. Du coup, je te laisse voir si tu aimerais dire un mot supplémentaire là-dessus. Et au même moment, je
relève une question d'Hortensia dans le chat qui pose la question du musée en tant qu'espace d'échange et demandant donc si le concept de musée est un concept, n'est pas un concept occidental et colonial. Donc, je te repasse la parole pour le temps qui nous reste. Oui. Donc, au fait, pour revenir à ça, merci beaucoup, pour revenir à cette notion de tradition orale et de tradition plasticienne, donc c'est ce que Iba Ndiaye voulait juste expliquer, qu'il y a certaines réalités africaines ou certaines cultures africaines qui ont une tradition basée simplement sur la création de signes, de formes, une architecture de formes de communication. Et ça, il l'avait mis pour le lien entre, si on regarde bien dans les traditions berbères, dans les traditions arabes, donc il les avait mis en dualité. Vous savez, les Bantous et le Manding, les berbères, l'arabe, le soninké et le yoruba sont des composantes d'une civilisation qui n'a jamais été orale, mais qui a été plasticienne, une civilisation qui se basait sur la transmission. C'est quand on donnait un objet à un enfant, la femme enceinte doit savoir qu'il doit porter ce petit objet avec lui pour la protéger. L'enfant doit savoir que quand il entre dans la case de l'homme, il doit avoir cet objet qui constitue des masques. Hein. Quand c'est que quand quelqu'un est décédé, c'est ce rituel, cet élément qui constitue, qu'on va utiliser. Donc, quand un enfant se marie, quand une femme se marie avec, on donne des éléments précis pour donner cette représentation. Donc, elle était plutôt basée sur le faire, sur des objets et des éléments qui n'étaient pas tout à fait orales. Donc, on n'avait pas besoin d'expliquer. C'est l'Européen maintenant, quand il est venu en voyant ces formes et ces objets, le mettait en lien avec les canons, les proportions, les lieux. Mais en Afrique, on n'avait pas besoin d'interpréter l'œuvre qu'on reçoit avec soi-même. On avait besoin juste de le sentir et de vivre avec selon les réalités. Donc, pour 4 minutes, je vais... Le musée, la question est en train de je te salue au passage, excellent. Donc, le musée est un espace, bien entendu, qui a été proposé par l'Occident. En Afrique, puisque l'œuvre d'art était... On parle de traditionnel, hein? Maintenant, on a les musées d'art contemporain et tout ça. Donc, l'œuvre d'art avant n'avait pas besoin d'être sortie comme un musée. Ils étaient plutôt gardés dans des endroits spécifiques. Et ils sortaient que pour participer à un événement social ou à un événement rituel ou bien participer à aider un tout petit peu. Oui? Fleming, tu as levé la main? Allô? Oui, on t'écoute très bien, Mouma. Voilà. Donc, voilà. Oui, j'ai levé la main tout simplement pour répondre un peu, alors faire une suggestion par rapport à la nuance que vous avez faite entre civilisation de l'oralité et civilisation plastique. Oui. Oui, c'était pour dire que l'opposition entre civilisation de l'oralité d'abord et civilisation de l'écriture est un peu factice en fait. Tout simplement parce que la civilisation de l'oralité signifie simplement qu'il y a prééminence de la parole. Or, cette parole peut être une parole écrite, les écrits, les écritures. Cette parole peut être une parole purement prononcée, orale, comme cette parole peut être une parole peinte à travers, par exemple, ce que vous allez dire, la configuration artistique, comme elle peut être sculptée. C'est toujours la même parole, c'est-à-dire c'est la parole qui édifie. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que même dans la société occidentale, nous sommes dans les sociétés de l'oralité. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a de fondamental dans ces sociétés, passe par un serment. Par exemple, lorsque vous voulez vous marier, on vous demande, vous prenez la parole pour dire oui, j'accepte. Vous voulez acheter vous voulez passer devant un tribunal où on doit vous écouter, vous devez passer par le serment. En fait, c'était pour relever la prééminence de la parole et ne pas opposer la parole à l'écriture, tout simplement parce que l'écriture n'est que la parole écrite, en fait. C'était pour lever cet équivoque, en fait. Tout à fait.
Donc, parce que, comme disait bien entendu Ampateba, par rapport au savoir, que l'écriture n'est qu'une photographie du savoir, ce n'est pas le savoir. Donc, il faut avoir l'élément spécifique pour pouvoir partir de là. Mais ce qui est juste important de signaler, c'est que la relation entre l'histoire dont on parle, la tradition orale, c'est-à-dire Iba Ndiaye qui avait soulevé l'idée, voulait dire que ce n'est pas une tradition de palabre. Donc, palabre et oral, il y a une petite nuance. Est-ce que c'est juste pour discuter, pour parler sans avoir une réalité, ou que ce sont que des éléments transmis en lien avec les connaissances de la société ou pas? Donc, c'est un élément assez intéressant. Je soulève là. Je suis tout à fait là-dessus. Merci. Je pense qu'on ne fera pas plus long pour pouvoir permettre à la conférence suivante d'avoir lieu. Estelle, je te repasse la parole du coup. Un grand merci à Dr Momarsek d'avoir partagé tellement de connaissances avec nous aujourd'hui. Je vais mettre les références bibliographiques dans le chat, comme on l'a fait pour la première présentation. Un grand merci et un bon voyage.